Bon après-midi tout le monde et bienvenue au troisième webinaire dans la série Apprendre des communautés connectées, un examen approfondi des solutions climatiques fondées sur la nature au Canada atlantique. Donc, on se concentre sur les impacts des changements climatiques. Je suis Léo Berco et je suis avec le RENB sur un projet pour soutenir les municipalités à travers le Nouveau-Brunswick pour améliorer leur capacité à mettre en place des solutions fondées sur la nature. Dans la série Apprendre des communautés connectées, un examen approfondi des solutions climatiques fondées sur la nature. Pour la session aujourd'hui, on va apprendre à propos des efforts de la cartographie de gestion des actifs naturels. Je m'appelle Lily Berkel et je suis la coordonnatrice du projet. C'est un projet de donne de soutien aux municipalités au Nouveau-Brunswick avec les solutions climatiques fondées sur la nature. We have simultaneous interpretation available today. Aujourd'hui, nous avons de l'interprétation disponible. Nous allons avoir une présentation en français et une en anglais. Et pendant la période de questions et réponses, vous pouvez poser une question dans la langue de votre choix. Si vous voulez entendre tout en anglais aujourd'hui, veuillez chercher le bouton d'interprétation en bas de l'écran et cliquez dessus pour sélectionner l'anglais. Cliquez sur le bouton d'interprétation en bas à droite, puis sélectionnez French pour écouter l'événement d'aujourd'hui en français. Before we get started with the presentation, Avant de commencer aujourd'hui avec les présentations, je vais reconnaître que je vous parle aujourd'hui le territoire traditionnel non cédé des peuples Mi'kmaq et le RNB travaille partout sur les territoires du Mi'kmaq, des Wolastoqiyik et les Passamaquoddy. Donc, c'est important de reconnaître en répondant aux impacts des changements climatiques que nous travaillons aussi pour la décolonisation et pour la réconciliation avec les Premières Nations à travers ce territoire. Donc, pour les personnes qui ne sont pas au courant, le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick a été établi fondé en 1991 et nous sommes composés donc de plus de 110 organisations en but non lucratif et en environnement au Nouveau-Brunswick. Et donc, ici au RNB, nous avons une historique d'avoir des solutions fondées sur la nature pour répondre à la crise climatique. Et donc, nous travaillons avec des ingénieurs et donc différents spécialistes en environnement pour essayer de trouver des solutions qui sont adaptées à notre environnement. Et donc, ça, c'est le troisième webinaire, comme j'ai mentionné, dans une série de webinaires que nous animaux avec Climb Atlantic. Et donc, on en a deux autres au début, une autre au début juillet. Donc, je vous encourage à rester à l'affût pour plus d'informations sur le prochain webinaire sur la restauration des dunes au Nouveau-Brunswick et d'autres webinaires aussi cet été. Donc, sur cela, je veux introduire notre premier intervenant aujourd'hui, Dodik Gassé. Environnement avec plus de 20 ans d'expérience en recherche appliquée avec des organisations en écologie forestière, sylviculture, gestion durable des forêts, gestion des ressources naturelles, gestion des déchets, agriculture et aménagement du territoire. Donc, je vais passer le micro à Dodik maintenant et merci. Bon, je vais partager mon écran. I'm going to share my screen. Bonjour tout le monde. Hello, everyone. Can you see my screen? You can see my slide? Yes. Hello, everyone. Merci beaucoup pour l'invitation. Thank you very much for the invitation. I'm very pleased to be here. So I'm going to start by speaking to you, briefly about INNOV.
an employer, one of my clients, and they're associated with the New Brunswick Community College and has 3 divisions, bioeconomy, manufacturing in Caraquet, in Bathurst, sorry, and the materials in Caraquet. And so I work for the bioeconomics division, and specifically in agriculture and environment. The mission of INNOV is to be a partner of choice for organizations and municipalities in their doing their research they become an absolute expert in this field. So we're developing 3 initiatives. I'm going to speak to you about the first today. And this is, well, there are several initiatives that they are behind. And so the first is adapting to climate change and all the matter of water management. The second initiative is to mitigate climate change, with regard to carbon and using natural solutions, nature-based solutions. Je pourrais répondre à certaines questions s'il y a de l'intérêt à ce niveau-là par la suite. Et puis la troisième initiative est plus en lien avec la biodiversité, avec par exemple l'amélioration de l'habitat pour les pollinisateurs sauvages dans les bleuetières et la participation à un projet sur la connectivité écologique dans la région. Mais aujourd'hui, je vais concentrer ma présentation sur la première initiative et l'enjeu de l'eau. Donc, désolé, je pense que les diapos ne changent pas. Donc, peut-être maintenant, on voit pas dans les diapositives dans la mode de présentation. Est-ce que tu as 2 écrans? Peut-être c'est sur un deuxième écran. Oui, j'ai 2 écrans. Attendez, alors comment il faut que je... Excusez-moi, comment il faut que je... Là, voyez-vous la présentation? Screen. Attendez, là, là, vous voyez la présentation? Oui, mais sur la mode avec editing mode, c'est dans le PowerPoint, pas dans la présentation. Donc, si je mets en diaporama. Oui, essayez. Non, je ne sais pas. Si ça ne marche pas, juste changer les diapos dans le mode de PowerPoint parce qu'on n'a pas de temps pour... Oui, non, tout à fait. C'est ce que je pense. OK. Share screen. Bon. Voyez-vous bien le... Oui. Par défaut, ça va être ceci. Oui, ça marche, je pense. Tu dois juste... Oui. Okay. Oui, ça marche, merci. Bon, j'étais rendu ici. Donc, comme nous le savons tous, on fait face à une nouvelle réalité climatique et il y a un accroissement de l'incertitude, notamment au niveau du climat. Les municipalités font face à de nombreux défis, il y a une certaine complexité. Puis, pour en mentionner quelques-uns, il y a toute la question de l'approvisionnement en eau potable pour les citoyens, le contrôle des coûts de traitement de l'eau, au niveau de la gestion des eaux pluviales, il peut y avoir des épisodes d'inondation qui sont localisés, temporaires, mais il y a aussi la contamination des cours d'eau. Au niveau de l'impact des changements climatiques, on sait qu'on vit de plus en plus, de plus en plus fréquent, c'est de plus en plus fréquent qu'on vit des événements météorologiques extrêmes, puis il y a des risques pour la santé et la sécurité des citoyens en lien avec ces événements météorologiques extrêmes. Puis, il y a une certaine urbanisation aussi qui fait qu'il y a une augmentation des superficies imperméabilisées.
En tout cas, tout ça, c'est en lien avec l'eau. Avant de poursuivre très rapidement, on fait un petit rappel au niveau de la notion de biens et services écosystémiques et actifs naturels. Bon, il y a différentes formes de capital, ça peut être le capital financier, humain et autres, mais moi, je m'intéresse beaucoup au capital naturel, c'est-à-dire les écosystèmes, les ressources naturelles. Puis, il y a des bénéfices écosystémiques, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices pour la population qui sont obtenus à partir de ces écosystèmes. On distingue les biens écosystémiques, par exemple une eau abondante de qualité, ou les services écosystémiques, par exemple la purification de l'eau par les milieux humides. Et comme on le sait probablement tous, le bien-être, la santé, puis jusqu'à un certain point, la survie des populations humaines dépendent du capital naturel et des services écosystémiques qui en découlent. Donc, c'est nécessaire d'avoir des écosystèmes en santé et productifs et non dégradés. Notre approche, nous, ce qu'on essaye réellement de bien faire, c'est d'expliciter justement le rôle de ces écosystèmes naturels pour fournir un bon portrait de la situation aux aménagistes et aux décideurs. On a une approche holistique, intégrée. On essaie d'avoir une démarche aussi rigoureuse que possible, basée sur les meilleures connaissances et en utilisant la démarche scientifique. On travaille beaucoup en collaboration, puis on travaille aussi, je pense que peut-être ce qui nous distingue, on travaille à différentes échelles spatiales et temporelles, donc d'un milieu humide à l'échelle du paysage, de 2000, des années contemporaines à la fin du siècle, lorsqu'on examine l'impact des changements climatiques. Globalement, c'est ça, on met beaucoup d'efforts, de temps, de ressources pour caractériser le territoire, caractériser les écosystèmes, les biens et services écosystémiques qui fournissent. Puis, on avance au niveau de la planification, puis après ça, au niveau de l'application, ça relève plus des communautés ou des municipalités. Nos solutions sont, avant tout, ce qu'on propose, c'est des solutions préventives, multifonctionnelles, c'est-à-dire que ça considère à la fois les bénéfices directs, mais les co-bénéfices également environnementaux et sociaux. Et ce sont des solutions durables. Les 3 dimensions du développement durable sont considérées. Des solutions écologiques, bien évidemment, c'est basé sur le fonctionnement des écosystèmes naturels. On souhaite à ce que ce soit des solutions, puis je pense par nature, c'est des solutions relativement simples techniquement, relativement peu coûteuses, plus facilement acceptables d'un point de vue social, et puis des solutions résilientes aux perturbations. Donc, c'est ça un peu la logique, quoi. Donc, moi, je vais vous dresser un peu un survol des projets. Là. Je ne présenterai pas tous les projets qui ont été effectués ou qui sont en cours, mais certains, que ce soit le plan de gestion intégré du castor, c'est les cartes d'aptitude pour la sélection de sites prioritaires. Donc, voilà. On a 5 comme pôles. On a l'aspect hydrologie régénérative, technologie géospatiale. On fait beaucoup appel à la géomatique, modélisation, un peu aussi de plus en plus à la télédétection. Tout l'aspect de solutions multifonctionnelles, solutions fondées sur la nature, puis la gestion intégrée par bassin versant avec notamment la Zonat Cap Approach. Donc, premier projet, puis je pense que c'est ce projet-là aussi qui a, initié qui a débuté, donc qui a permis de débuter cette initiative, c'est la mise en valeur de l'étang Boucher. C'est un milieu humide d'importance provinciale. En fait, c'est le seul dans le nord du Nouveau-Brunswick. Il est localisé sur le territoire de la municipalité. Il a été dégradé au cours des dernières décennies par notamment le développement résidentiel, mais il reste quand même qu'il y a le cœur du milieu humide est quand même révèle une certaine intégrité, puis il fournit de nombreux services écosystémiques à la municipalité, notamment en termes de gestion des eaux de surface et puis atténuation, par exemple, des canicules. Donc, l'objectif, c'était d'en faire un peu un parc naturel, un peu une vitrine, puis de favoriser, l'utiliser pour l'éducation et la sensibilisation, autant au niveau des élèves que des étudiants. Autre chose aussi, l'autre projet, en fait, c'est plusieurs projets. Depuis, je pense, 2017, on utilise beaucoup le WESPAC, le Wetland Ecosystem Services Protocol for Atlantic Canada. On a évalué plus de 120 milieux humides dans la région. Donc, c'est vraiment une évaluation biophysique des services écosystémiques des milieux humides. Et
c'est ça. Donc là, je vous présente des cartes, normalement avec l'animation. Le Rhin arrivait plus tard. C'est par analogie, c'est ça, les milieux humides servent de Rhin à l'échelle du paysage. En tout cas, on peut faire cette analogie. Mais ici, là, je veux illustrer qu'une fois qu'on a fait l'évaluation des services écosystémiques des milieux humides, on peut cartographier, mettre tous ces résultats sur une carte, puis présenter, que ce soit la rétention des sédiments, par exemple, puis l'efficacité relative des milieux humides ou la contribution relative des milieux humides à la rétention des sédiments. Donc là, on met l'emphase sur le rôle des milieux humides dans la purification des eaux de surface. Dans un autre bassin hydrographique désigné, celui du ruisseau Five Fingers, qui est l'unique source d'eau potable de la ville de Saint-Quentin, on met l'emphase, ou en fait, dans le contexte de l'adaptation au changement climatique, je souhaitais mettre l'emphase sur la capacité de recharge de la nappe phréatique et le maintien des écoulements de base en période d'étiage, en période de sécheresse estivale. Ce bassin hydrographique désigné est situé en tête de bassin versant, donc il est petit et probablement plus vulnérable, ou il sera probablement plus vulnérable pour différentes raisons au cours des prochaines décennies à un manque peut-être de disponibilité d'eau. En fait, c'est la municipalité qui risque d'être vulnérable à un manque d'approvisionnement en eau. Donc, je voulais mettre l'emphase sur le rôle des milieux humides dans la recharge de la nappe phréatique et le maintien des écoulements de base en période d'étiage. Donc, on a évalué 21 milieux humides, puis c'est pareil, les résultats, on les compile sous forme de cartes pour les partager aux aménagistes et aux décideurs. Donc, tout ceci, cette approche-là permet d'expliciter le rôle des milieux humides. Ça donne également de l'information sur l'état de santé, puis un portrait au niveau des facteurs de dégradation, puis des facteurs limitants. Au bout du compte, ça permet d'identifier des priorités de conservation. C'est quelque chose qu'on développe, c'est une discipline émergente, là, tout ce qui est l'évaluation monétaire des services écosystémiques, mais je pense qu'on a essayé de faire un bon travail justement pour aller au-delà de l'évaluation biophysique, d'essayer de mettre une valeur un signe de dollar sur les services rendus par les milieux humides. Donc là, on l'a fait non pas pour la biodiversité, notre enjeu, c'est vraiment l'eau. Donc, on l'a fait par exemple pour le maintien de la qualité de l'eau potable. En tout cas, on a adapté une méthodologie, puis on a créé une boîte à outils. En tout cas, on fait différentes choses à ce niveau-là, mais juste pour vous donner quelques estimés, on voit qu'il y a quand même une grande variabilité, mais si on retient la médiane pour le maintien de la qualité de l'eau, on parle d'environ 3 500 $ par hectare et par an. Donc, ça, c'est le service qui, éventuellement, si cet hectare de milieu humide devait disparaître, qu'il faudrait remplacer avec une infrastructure conventionnelle, une infrastructure grise. Puis ce qu'on observe également, c'est que selon le type de milieu humide, ce service écosystémique, la valeur monétaire est plus ou moins élevée, les tourbières ayant une contribution plus importante au maintien de la qualité de l'eau que les marais d'eau douce. Donc, je pense que j'y ai fait allusion, le plan de gestion intégré du castor qu'on a effectué pour la ville de Saint-Quentin. Donc, un peu au niveau du contexte, au cours des dernières décennies, la ville de Saint-Quentin avait une stratégie d'éradication du castor parce qu'ils avaient des inquiétudes finalement au niveau de possibles maladies d'origine hydrique. Finalement, en faisant une revue de littérature, en parlant avec des spécialistes, on s'est aperçu que le risque est relativement faible. Le castor n'est pas forcément le grand coupable. À l'inverse, le castor peut être un allié de taille dans l'adaptation au changement climatique en créant des milieux humides et donc, du coup, en favorisant la purification des eaux de surface puis la recharge de la nappe phréatique. Donc, ce qu'on a proposé, c'est dit plutôt que de vouloir éradiquer jusqu'au dernier castor, puisque c'est quand même aussi de l'ouvrage, puis ça occasionne des coûts, serait-il pas plus judicieux d'essayer de mettre au point une stratégie d'optimisation, donc de minimiser les impacts et les effets indésirables du castor dans certains secteurs,
Puis à l'inverse, dans des secteurs où finalement, il n'y a pas de, je dirais, de conflit avec le castor, où il n'y a pas de, il peut y avoir une bonne cohabitation, ben de justement laisser le castor et puis prendre en compte les bénéfices à la présence du castor. Donc ça, c'est la ville de Saint-Quentin était très, très ouverte à cette idée-là, puis ils sont en train de, je pense, dès cette année, de commencer à appliquer ce changement de stratégie. Autre projet au niveau de l'impact du territoire à l'échelle du bassin versant sur l'hydrologie et la qualité de l'eau. On a une ressource à réaliser donc une carte du couvert de la végétation, de l'occupation du territoire, puis de l'utilisation des terres, vraiment dans la perspective de l'hydrologie et de la qualité de l'eau pour toute notre aire d'étude qui est plus de 1500 km². On a passé beaucoup de temps à réaliser cette carte, puis après ça, on a comme fait des groupes fonctionnels. On a un système d'à peu près d'une trentaine de classes de Land Use Vancouver. Puis après ça, on a fait des groupes fonctionnels, on a fait des regroupements pour, puis qualitativement, basé sur un jugement d'expert, on a attribué un impact positif ou négatif. Milieu humide ayant un impact très positif, puis à l'inverse, milieu urbanisé ayant un impact très négatif. Donc, ça permet qualitativement et puis spatialement d'examiner un peu l'impact du territoire sur l'hydrologie et la qualité de l'eau. De manière plus quantitative, on avait fait une premier tour de roue, si je peux dire, à l'échelle d'un bassin versant. Là, on veut répéter le projet à l'échelle de plusieurs bassins versants de la région, de notre aire d'étude. C'est qu'on veut utiliser the MatCap approach, donc la plateforme Invest, donc c'est la modélisation, créer des scénarios, puis après ça, éventuellement, optimiser nos stratégies d'aménagement et nos stratégies de protection et de restauration d'actifs naturels. Donc, c'est pas mal à gérer à la fine pointe. C'est beaucoup de modélisation, beaucoup d'optimisation. C'est quand même assez complexe, mais ça, c'est un travail qu'on va poursuivre dans les prochains mois. Donc, c'est ça. Juste pour finir là-dessus, c'est que ce travail va nous permettre de caractériser les bassins versants, d'examiner les impacts des changements climatiques sur l'hydrologie et la qualité de l'eau, puis d'examiner le rôle des écosystèmes naturels et les implications de stratégies d'aménagement du territoire ou, comme je disais, de protection et de restauration, donc l'investissement dans des actifs naturels dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Au bout du compte, ça va nous permettre d'identifier des actions et des secteurs d'intervention prioritaires. Et puis tout ça dans le but de protéger ou d'améliorer les sources d'approvisionnement en eau potable pour les municipalités, puis d'atténuer aussi certains risques liés au changement climatique dans le cadre de l'aménagement du territoire. Un autre projet que nous menons, dans ce cas-ci, c'est peut-être plus notamment à Saint-Quentin actuellement, c'est tout ce qui est la conservation des sols agricoles puis la préservation de la qualité de l'eau. On a 2 parcelles de terre là, qui sont, en fait, pas nous, mais qui appartiennent à un agriculteur notamment, qui sont juste en amont de la prise d'eau potable de la ville. Il y a vraiment une problématique d'érosion hydrique assez prononcée. Donc, anciennement, puis maintenant, ça a été comme c'est un peu sous le chapeau c'est devenu sous le chapeau d'INOV, mais il y avait le Centre de conservation des sols et de l'eau de l'Est du Canada. Il y a eu tout ce travail au niveau de l'établissement des terrasses puis des voies engazonnées. Donc ça, c'est des pratiques de gestion bénéfiques pour la conservation des sols et la préservation de la qualité de l'eau. Il y en a d'autres. On participe au laboratoire vivant. Donc, on a 5 sites qu'on gère dans la région. On a aussi un projet au niveau du suivi de la culture de couverture ou cover crop à l'échelle de toute la région de production de pommes de terre avec l'outil de la télédétection. Donc, ça, c'est des projets qui sont aussi en lien avec l'enjeu de l'eau. On pense encore, au-delà de l'établissement des terrasses puis des voies engazonnées, il y a aussi de l'innovation à faire. Il y a d'autres des approches plus intégrées, puis je pense que ça mérite considération. En tout cas, je passe, mais c'est un projet, puis c'est quelque chose d'important.
On a travaillé sur un projet pour un bassin versant dans la région d'Edmundston, le bassin versant de la rivière à la truite. On a travaillé à établir une stratégie d'atténuation du risque d'inondation en utilisant les solutions naturelles et les solutions fondées sur la nature. On a utilisé 2 méthodologies, l'analyse multicritère puis les cartes d'aptitude. Donc ici, on voit le résultat, un des résultats de l'analyse multicritère, l'aménagement des plaines inondables qui a été retenu comme solution fondée sur la nature, puis on a pu en tout cas les prioriser ou les ordonnancer selon leurs principaux bénéfices. On avait retenu 10 ou 15 solutions naturelles ou solutions fondées sur la nature. Après ça, une fois qu'on les a comme ordonnancées, priorisées, on a créé des scénarios selon 3 orientations compromis, donc performance globale, les 3 dimensions du développement durable, l'emphase sur l'aspect économique ou financier, puis l'emphase sur l'aspect technique, atténuation du risque d'inondation. Donc, ça permet d'identifier déjà les secteurs prioritaires, puis les solutions naturelles ou les solutions fondées sur la nature à l'échelle du bassin versant. Donc, ça, c'est un travail fort intéressant. On a pas mal de documentation là-dessus si vous êtes intéressé, on peut en parler plus longuement. Donc, en conclusion, bon, c'est ça, je pense que c'est important de réduire notre vulnérabilité à long terme puis d'éviter les dommages. Pour cela, il est nécessaire d'accroître la résistance puis la résilience des communautés puis du territoire grâce à l'aménagement du territoire puis la mise en œuvre de solutions écosystémiques. Nous, c'est ce qu'on prône. Je pense qu'il y a une opportunité d'anticiper, je dirais, entre guillemets. Personnellement, je pense qu'on est peut-être un peu en mode rattrapage des fois, mais une opportunité d'anticiper ou de corriger peut-être l'aménagement du territoire afin d'atténuer les risques et les impacts liés au changement climatique de manière préventive. Et puis, tout ce qu'on a développé, tout ce qu'on développe, c'est ça, on essaie de se tenir à jour, puis d'être à la fine pointe, puis d'être à l'avant-garde. On le fait comme la région d'Edmundston, puis la région de Saint-Quentin actuellement, c'est peut-être un peu notre laboratoire, mais ça nous a permis de développer une capacité régionale en recherche appliquée, puis en innovation au niveau environnemental. Ça nous a permis d'adapter, puis développer des différentes approches méthodologiques ou d'apprendre à les maîtriser. Puis tout ça, notre vision, c'est de pouvoir déployer cette capacité, ces approches, ces expertises à d'autres bassins versants de la région, puis au Nouveau-Brunswick. Je pense que le besoin est là avec la réalité climatique et puis la crise climatique dans laquelle on vit de plus en plus. La finalité, c'est que je vous dis, on passe beaucoup de temps dans la caractérisation puis dans la planification aussi. Mais après ça, ça se traduit, ou ça va se traduire ça sous forme de recommandations. On a un plan de gestion des actifs naturels à préparer pour la municipalité d'Edmundston. On doit travailler avec la CSA au niveau d'un plan régional d'adaptation au changement climatique. Donc, tout ça, ça se traduit par des plans d'action, des plans d'aménagement. Voilà. Donc, pour finir, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Également, tous les partenaires et bailleurs de fonds sans qui ça serait bien difficile, voire impossible de mener à bien ces projets, ces différents projets. De même, pour tous les membres de mon équipe, il y avait beaucoup de projets sous le chapeau de cette initiative. Puis, bien évidemment, je ne fais pas ça tout seul. Les journées ne seraient pas assez longues. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et c'est ça. Pour finir, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon courriel au début de la présentation, mais c'est ça, dodic.gasser@ccnb.ca. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dodic. C'était une bonne présentation. On aura le temps pour les questions à la fin de la webinaire. Mais maintenant, we're going to turn to Alistair. Alistair, join the sit. Nous allons passer à Alistair. Il est avec la ville de Charlottetown, le département de durabilité. Et donc, il est coordonnateur des bassins versants des eaux. Et donc, on va regarder Charlottetown et les défis auxquels ils font face en termes des changements climatiques.
Donc, si je mets en mode de présentation, est-ce que vous voyez? Vous le voyez à l'écran? Oui, c'est bon. Oui, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc, je suis Alistair Ozon et je travaille pour la ville, comme on a dit, le département de durabilité pour la ville de Charlottetown et aussi la préservation de l'eau et des zones naturelles et donc la gestion des eaux. Et donc, je vais parler un peu des projets sur lesquels nous avons travaillé dans les dernières années. Et je vais aussi reconnaître que je suis ici sur le territoire non cédé traditionnel des Abegwit, la Première Nation. Donc, quelques différentes catégories que je vais passer. Donc, faire la cartographie des atouts et donc les projets d'infrastructure naturelle que nous avons eu jusqu'ici, un peu sur l'ouragan Fiona à la fin. Donc, je vais commencer par vous parler de notre inventaire d'atouts naturels. Et donc, nous l'avons élaboré en 2021 avec l'initiative au sein de la municipalité. Donc, ça faisait partie d'un plus grand projet, en fait, avec une cohorte d'environ 30 municipalités à travers le Canada. Et ils ont reçu un financement pour créer ces inventaires des atouts naturels pour lancer les municipalités sur la gestion des atouts naturels. Et donc, nous avons nous avons un rapport final en plus de ce tableau de bord que vous voyez à l'écran. Et donc, à gauche, vous voyez une carte de la ville de Charlottetown. Et donc, il est décliné en différents bassins versants, en fait. Et puis, à droite, vous voyez les atouts naturels à travers la ville. Et je pense que ça exclut l'agriculture, en fait. Comme vous voyez dans le milieu, le tableau, l'agriculture, les terres agricoles sont en fait le plus grand atout que nous avons dans la ville. Nous avons encore beaucoup de zones de terrains agricoles dans la ville. Bon, on a aussi la banlieue qui inflige, mais bon, on a de la forêt, des terres agricoles, ainsi que, bon, des zones urbanisées. Donc, là, on a utilisé des données de GIS de la province pour le préparer. Donc, ils ont des informations sur les bassins versants et on a inclus aussi des parcs et différents réseaux dans la ville. Et donc, des choses, en fait, qui définissent nos atouts naturels. Et donc, vous voyez dans la liste, on a déterminé que 31,1 % de notre municipalité est couvert d'atouts naturels. Et en haut, vous voyez quelques catégories différentes. Donc, on a la page d'aperçu et donc on a le registre. Donc, ça, c'est comme un Excel et on peut le voir avec les informations de GIS. Et donc, il y a le résumé des conditions aussi. Donc, on a fait une évaluation de base des conditions et donc la perméabilité des terres et donc la densité des routes et donc la grandeur aussi. Et donc, chaque atout a eu en fait une note pour ces 4 catégories. Et donc, on a eu une note globale aussi. Et donc, ça allait de très mauvais à très bon. Et donc, vous voyez ici au milieu de l'écran, bon, en vert, c'est le bon côté et donc en rose, c'est négatif. Et donc, vous voyez que 39 % a été considéré assez bon, 54 % négatif et 7 % très bon. Et donc, on avait
Donc, certaines de ces notes ne sont pas, peut-être, ne reflètent pas nécessairement ce qui se passe sur le terrain, mais bon, c'est bon pour la connectivité, etc., des choses comme ça. Et donc, un autre inventaire que nous avons ici, c'est les arbres, les bénéfices des arbres. Donc, cela inclut tous les arbres dans les rues à travers la ville qui font partie des plus grands boisés, des zones boisées plus grandes. Et donc, c'est pas chaque arbre qui est cartographié ici, mais ce sont on a un inventaire des parcs et de tous les arbres. Donc, il y a beaucoup de points ici. En vert sont détenus par la ville. En bleu, c'est quelqu'un d'autre qui les détient. Et donc, c'est comme ça donne une idée ça met un chiffre en fait sur les services écologiques. Et donc, ça, c'est une première étape. Et donc, ça ne prend pas en compte les services écologiques, mais ici, c'est assez cool parce que là, on voit ici qu'il y a environ 1,6 million de bénéfices écologiques par année. Donc, ce sont des bénéfices en termes des GES, des bénéfices pour l'eau, de l'énergie, etc. Et donc, chacun de ces arbres, on peut cliquer sur les points. Et en fait, il y a un autre écran qui apparaît. On vous donne des informations sur les espèces, l'emplacement et bon, la grandeur de la cime, etc., des conditions. Ils utilisent cela. Notre équipe de foresterie urbaine regarde cela pour des espèces envahissantes et pour des différents traitements, etc. Et donc, si vous cliquez sur l'un des points, voici ce qui apparaît. Donc, j'ai cliqué sur celui-ci. Après d'avoir fait une enquête, en fait, sur, bon, quels sont les plus grands arbres que nous avons à Charlottetown. Et ici, vous voyez ici, à partir du point de vue de la rue, bon, c'est un très grand arbre. Il y a comme 3 troncs là, qui montent. Et donc, j'aurais dû peut-être mentionner cela au début, mais j'ai compilé un petit document avec tous les liens vers ces tableaux de bord. Donc, si vous voulez regarder de façon plus interactive, vous pouvez y aller vous-même quand vous avez le temps. Donc, une autre façon de regarder nos atouts naturels est avec la couverture de la cime. Et donc, dans notre inventaire, on a regardé la classification dans l'autre inventaire, mais ici, quand on regarde la cime, bon, on regarde plus les bénéfices. Bon, le bénéfice en termes de l'ombre. Donc, on a posé des questions et on a décidé de se lancer. Donc, on a utilisé de la photographie aérienne de 2021, je crois. Et donc, on a pu classifier cela en utilisant MDVI, qui est une façon de détecter la végétation à distance. Et donc, voici la carte que nous avons produite. Évidemment, le vert, c'est de la cime, de la couverture dans la ville, donc faire par les arbres. Donc, c'est de 22 environ. Et donc, selon une autre évaluation, il y a plusieurs années, c'est environ pareil. Donc, avec le développement, on n'a pas perdu beaucoup de couverture de la cime. Avec Fiona, on en a perdu un peu, mais on va toucher là-dessus un peu plus tard. Donc, j'essaie de montrer les nouveaux développements. Le parc Victoria, par exemple, qui est beaucoup plus vieux. On peut s'imaginer dans quel voisinage on veut habiter, là, selon la quantité de verre à l'écran ici. Donc, dans les nouveaux développements, évidemment, on a besoin de planter beaucoup d'arbres et essayer de faire un effort. Donc, juste pour changer d'idée un peu rapidement, on a une carte qui a été produite par un organisme à Charlottetown et cela a été créé pour mieux comprendre là où les systèmes alimentaires existent à Charlottetown, identifier des pistes d'amélioration. Et donc, récemment, il y avait un article dans le CBC qui disait que l'île du Prince-Édouard était à l'avant-garde, en tête du pays en termes de la production alimentaire. Et donc,
Donc, ici, on voit où on peut acheter des aliments, où on peut cultiver des aliments, on peut apprendre davantage. Donc, la distribution des aliments aussi. Donc, des frigos communautaires. Donc, quand on parle d'atouts naturels, on parle de couverture de la cime. Bon, il y a des différences, différents facteurs socio-économiques. Donc, à droite, encore une fois, pour les gens qui ne sont pas familiers avec la ville, à droite, bon, il y a la carte. Donc, les différents arrondissements. Et donc, à gauche, c'est une carte que nous avons créée récemment, basée sur les données du recensement de 2021. Et donc, on le décline en différentes zones. Donc, on a des données géographiques basées sur le recensement qu'on a utilisé. Et la carte montre le pourcentage de ménages dans ces zones qui ont revenus de moins de 50 000 par année. Et souvent, c'est considéré comme étant un indicateur d'un revenu faible. Et donc, dans le corridor urbain, vous voyez où il y a un plus grand pourcentage de résidents à bas revenus, à faible revenu. Donc, on utilise cela, par exemple, dans l'analyse des demandes de bourse, etc. Et on a d'autres programmes aussi. Par exemple, notre programme de feuilles vertes. Alors, on fait de la plantation d'arbres dans des zones où il y a moins de cimes, de couverture de cimes, et bon, dans des voisinages à faible revenu aussi. Et donc, ici, une autre carte où à gauche, on voit les bassins versants qui sont toutes dans les frontières de la ville, même partiellement. Et donc, depuis 2017, nous avons travaillé avec un programme de sciences et de technologie, le groupe de bassins versants et le groupe pour faire une analyse écologique des différents étangs dans la ville pour faire des indices des différents organismes qui y habitent, et ils ont comparé leurs trouvailles. Vous voyez en haut à droite, c'est 2022, les données de 2022, et en dessous, c'est la comparaison avec 2018, de 2018 à 2022. Et ce qui est intéressant, bon, il y a beaucoup de variétés entre les années pour différentes raisons, mais les États ont eu tous des meilleurs scores, en fait, avec les... Donc, c'est intéressant de regarder les atouts aquatiques et de voir cette perspective-là. Donc, nous allons maintenant parler de nos projets d'infrastructure naturelle et on va commencer avec un site de démonstration que nous avons fait. C'est le littoral vivant, et donc c'est à côté d'un site d'hôpital, et donc c'est un sentier de transport actif. Et donc, voici la photo avant. Donc, il y avait un puits qui commençait à ne plus fonctionner. Donc, en partie du projet, le partenariat avec le PEI Watershed Alliance qui était en tête de ce projet, qui menait ce projet. Donc des installations. Et donc, nous avons eu la chance de faire partie de cela. Et ce site était là où on a travaillé avec la province, et on a pu le transformer en un site littoral vivant, comme vous voyez. C'est plus beau quand il fait beau, évidemment, mais vous voyez qu'on a remplacé on a remplacé en fait la pente ici pour s'assurer que plus proche du sentier, on intègre différentes espèces. Et bon, vous voyez qu'il y a des bottes de foin aussi, bon, des bûches pour attraper les sédiments. Et donc, on va parler on a parlé la semaine dernière, par exemple, bon, de beaucoup des jardins de pluie.
Donc, voici un autre projet qui a été fait avec un programme de micro-bourses. Donc, notre département offre des bourses allant jusqu'à 2 500 $ pour réaliser ces... bon, ça fait partie du plan de durabilité de la ville. Donc, vous voyez ici que le groupe a l'une des écoles primaires locales fait ce projet-là. Et donc, vous voyez ici qu'on a aussi ce projet de fossé donc dans un parc. Donc, on a dû créer la tranchée et l'établir et je suis sûr que vous êtes familier avec les dommages causés par Fiona, l'ouragan. Et donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de dommages. On a perdu beaucoup d'arbres. Donc, j'ai demandé à l'un de nos... quelqu'un au sein de notre département de foresterie, il a dit qu'environ 1500 arbres ont été perdus et ils ont estimé que 5000 arbres à travers la ville ont été perdus à l'ouragan. Donc, c'est un impact assez important. Et vous voyez ici le parc de Victoria, donc le plus grand parc au centre-ville de Charlottetown. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de dommages, comme vous voyez. Voici une photo de ce qui était l'un des plus grands ormes de la ville. Il avait un TBH de presque 150 cm et donc 143. Alors, malheureusement, il a été perdu lors de l'ouragan. Et donc, on veut vraiment protéger ces arbres de patrimoine. Je sais que, bon, quand il y a eu la maladie qui impacte les ormes, on perd beaucoup d'arbres comme ça, mais ça a aussi un impact sur différentes choses et on veut pouvoir les utiliser pour les transformer en meubles, etc., pour ne pas les perdre comme ça. Donc, un autre projet, donc on a eu la chance de collaborer avec le PEI Climate Lab, le laboratoire du climat de l'île du Prince-Édouard. Et donc, lors de Fiona, on a travaillé avec Doug, qui fait beaucoup de travail avec des drones et d'autres outils d'analyse géographique, donc satellites, des données de satellites, des évaluations GIS. Et donc, ici, vous voyez ce qu'ils ont fait avec les drones à gauche. Donc, ils ont fait une comparaison avec avant et après Fiona pour déterminer là où il y avait le plus de dommages et de pertes. Et donc, tous ces sites sont détenus par la ville aussi. Donc, ce sont des zones naturelles où on a perdu beaucoup d'arbres, malheureusement. À droite, vous voyez une image, je pense que c'est du parc Victoria, encore une fois. Et la résolution de l'imagerie avec le drone nous aide à déterminer là où on a eu des dommages pour mieux gérer nos zones naturelles à l'avenir et quelles espèces on pourrait peut-être mettre en place qui soient mieux adaptées pour des événements extrêmes futurs. Et donc, voici une analyse que nous avons faite avec l'imagerie de satellite. Et donc, voici le parc Victoria, encore une fois, des zones naturelles là-dedans. Et donc, ici, on utilise NDVI, les valeurs pour déterminer où les changements ont eu lieu et où on a eu le plus de pertes. Et de tous ces sites, ils ont fait ce travail pour déterminer que le parc Victoria avait la plus grande perte des 5 ou 6 sites qui ont été analysés à 12,4 de perte de végétation. Et j'imagine que ça continue à augmenter alors qu'ils ont poursuivi leur analyse. Donc, c'est un moment intéressant pour la ville. Nous avons commencé à préparer notre plan d'action climatique et donc tous ces atouts dans d'autres projets nous ont aidés à déterminer là, on veut nous concentrer, là, on a besoin de plus d'informations pour mieux gérer ces atouts à l'avenir. Donc, dans la première phase,
où on a fait des consultations avec la communauté, des parties prenantes. On essaie de voir qu'est-ce que les autres zones font, d'autres municipalités font, et donc ils ont pu établir des principes et donc des zones de concentration. Donc, ils aident à élaborer le plan d'action climatique et de continuer les consultations. Et donc, il y a beaucoup à digérer et auquel réfléchir ici. Et donc, je pense que c'était comme un genre de rappel pour un peu réveiller les gens pour dire, bon, voici ce à quoi le plan a l'air. Et bon, évidemment, ça, c'était un gros événement qui a eu lieu. Et donc, je vais arrêter là-dessus pour s'assurer qu'il y ait du temps pour des questions. Merci. Merci beaucoup, Alistair. C'était très intéressant d'entendre tout le travail que Charlottetown fait et de savoir comment vous avez dû répondre aussi aux impacts de l'ouragan Fiona. Nous avons quelques minutes pour les questions maintenant et à la fin, je sais que les intervenants vont partager leurs coordonnées. Vous pouvez les contacter plus tard si vous avez d'autres questions. Mais si vous en avez maintenant, vous pouvez les écrire dans le chat ou lever votre main, utiliser la fonction raise hand. Unmute and pose the question. Je vais vous demander d'ouvrir votre micro et poser la question. Et vous pouvez poser vos questions dans les deux langues. Posez dans le chat ou levez votre main et posez la question dans la langue de votre choix. Also, Alistair, Dodic, do you have questions for each other as well? Sinon, c'est Alistair et Dodic. Si vous avez des questions l'un pour l'autre, vous pouvez les poser aussi. J'ajouterais que beaucoup du travail que nous avons fait, on a eu beaucoup d'échanges avec d'autres municipalités, avec des OBNL, avec le gouvernement provincial. Donc, c'est toujours bien d'avoir ces discussions avec nos pairs. Je vois une question dans le chat, c'est Alistair, le personnel qui a travaillé pour l'inventaire des arbres au niveau des rues. Bon, le logiciel qui a été utilisé, oui, ils ont utilisé Tree Keeper et je vais essayer de trouver le nom de l'organisme qui nous a aidés avec ce projet. On a eu du financement de le faire avec Arbre Canada, Tree Canada. Davy Resource Group a été embauché pour faire la collecte de données sur nos arbres, mais notre personnel qui travaille pour la foresterie urbaine est allé chercher les données aussi. Are there any other questions from? Y a-t-il d'autres questions? Je pense que oui, j'ai reçu un message direct. Est-ce que vous travaillez avec le projet de laboratoire vivant? Comme ville, je ne pense pas qu'on a été impliqué dans le projet des laboratoires vivants. Agriculture Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada ont eu plusieurs projets différents et je suis allé voir un projet pas loin de Souris où ils ont des champs où ils regardent, ils surveillent beaucoup l'eau entrant et sortant et donc on nous demande aussi de faire du travail et donc, de telles détections. Et donc, ils plantaient beaucoup de saules, en fait,
J'ai été impliqué un peu, là, mais je ne sais pas si j'ai assez de temps pour y parler en détail. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat ou de main levée. Et comme nous ne sommes pas loin de la fin de la réunion, je veux remercier Alistair et Dodik pour avoir partagé votre travail ici aujourd'hui et de partager vos coordonnées. Et j'encourage tout le monde qui assiste aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions et vous voulez parler avec les intervenants, n'hésitez pas à les contacter après la séance d'aujourd'hui. Et comme mentionné au début, ceci est le 3e webinaire dans une série de webinaires pour apprendre des communautés qui ont mis en place des solutions fondées sur la nature au Canada. Et donc, dans le chat, nous avons partagé les informations et donc on a le prochain webinaire qui est le 20 juin pour entendre des infrastructures hybrides le 4 juillet pour apprendre davantage sur les littéraux vivants. Et donc en juillet, on va voir aussi des étangs de restauration et de rétention des eaux de pluie, des eaux pluviales et aussi la conservation de la nature comme réponse au changement climatique. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Aujourd'hui et j'espère que vous aurez une bonne journée. Hope that you have a great rest of your day. Merci beaucoup. Thank you, everyone.